Thank you so much for having me. Merci à vous tous de m'accueillir ici aujourd'hui. Y a-t-il une première question dans la salle? Monsieur ici. Bonjour, je voulais savoir comment vous est venue l'idée d'assembler à la fois la relation père et fille et en même temps celui du traumatisme après la guerre. On a l'impression comme ça qu'il y a une espèce d'effet miroir entre les deux. How did you decide to talk about these two subjects in such an like you kind of mix them together in a pretty good way? The fact that first of all you talk about the relationship, the kind of broken relationship between the father and the daughter, but also you talk about PTSD, and you kind of intertwine both themes together. So maybe you can talk about that. With PTSD, which I was really interested in depicting in a drama, there's usually a large amount of codependency in there. If the person has children or is committed to a partner, they're just, to talk about PTSD and to talk about veteran life in 2019, I think it was hard to not talk about codependency and vice versa. And for me, it was really important to depict a man kind of spiraling through the eyes of a young girl. I think putting the movie in her perspective was something that I don't see a lot, and so it was very important to me. Je voulais traiter de ce qu'on appelle aux États-Unis le PTSD. PTSD, c'est-à-dire Post-Traumatic Stress Syndrome, qui est la maladie qui atteint notamment, mais pas seulement, mais notamment les personnes qui reviennent des zones de guerre en Afghanistan, en Irak, etc. Et donc je voulais traiter de ce problème, effectivement, tout en traitant, encore une fois, comme vous l'avez dit, la relation entre un père et sa fille. Parce que ça m'intéressait de savoir, quelque part, un père et une fille, il y a un système de codépendance, ils sont dépendants l'un de l'autre. Le père parce qu'il a ce problème et donc il a besoin d'être assisté, et la fille parce que c'est une fille, elle a besoin de son père. Donc ça m'intéressait de parler de ça, de traiter ce genre de problème aujourd'hui, en 2019. Et donc, voilà, elle voulait traiter cette histoire d'un homme qui est dans une espèce de spirale. Il est vraiment en train de chuter dans tous les sens du terme. Il est en train de perdre pied. Mais on voit cette histoire non pas à travers son regard ou au travers du regard des gens qui sont autour de lui, mais au travers du regard de sa fille. Donc le film est vraiment le point de vue tout entier du film, c'est à travers les yeux de la fille. Et donc, encore une fois, c'était ça qui l'intéressait dans la manière qu'elle a eu de traiter le scénario. Une autre question, monsieur. Bonjour, déjà félicitations pour le film, c'était très bien. D'où vous est venue l'idée de ce film? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu ou quelque chose qui a été vécu par un de vos proches? First of all, congratulations on the movie. And the question is about the idea, the theme of the movie. Where does it come from? Did it happen to somebody you know, to you maybe? And where does it come from, basically? Thank you. It both is a personal story and yet not. It's something that came from a very real place in me, but my life also couldn't be less similar to Mickey's life. I took a feeling of caretaking for my parents and kind of dramatized it to something that really isn't my life, because I wanted the film to feel applicable and universal to many people's lives and many people who've gone through this, which there are a lot of. So yeah, I hope that answers. La réalisatrice nous dit que cette histoire est personnelle pour elle, c'est une histoire qui est proche d'elle, mais qu'en même temps, sa vie à elle ne pourrait pas être plus dissemblable que la vie du personnage qu'on voit dans le film. Parce que, alors bien sûr, elle s'est un peu inspirée d'histoires de ses parents, de sa famille, pour traiter ses relations entre le père et la fille, etc. Mais encore une fois, en termes de spécificité, c'est pas exactement la même chose non plus. Elle a décidé de prendre des thèmes qu'elle connaissait, mais elle les a dramatisés d'une manière différente pour pouvoir trouver de l'écho envers le plus de personnes possible, rendre l'histoire la plus, entre guillemets, universelle possible. Donc, elle est partie de ce qu'elle connaissait, mais elle a quand même bifurqué, et au final, non, c'est pas exactement la même chose. Oui, monsieur, derrière, ensuite. Bonjour. Je veux savoir, qu'est-ce qu'il est plus facile de passer devant la caméra ou derrière la caméra? What would you say? Is it easier to be in front of the camera or behind the camera? Behind the camera.
That's it. Derrière la caméra. Voilà, monsieur. Je voulais savoir aussi, par rapport au lieu et au métier, par rapport au lieu qui est le Montana, qui est un État un peu perdu, un peu, j'allais dire, comme le personnage du père, comme le Wyoming d'ailleurs, disait Greg Johnson. Et en même temps, le métier qui est taxidermiste, c'est-à-dire essayer de tenter de redonner vie à des objets morts. Est-ce que ça a été aussi un choix particulier ou c'était simplement parce que vous étiez de ce coin? This gentleman would like to talk also about the place and the job. The place is Montana, which looks for us, at least from here, looks like kind of a state, far away from everything, kind of, in the middle of nowhere, let's say. And also the job, to give life back to inanimate dead objects, animals actually in that case. Was it also some kind of metaphor that you used, the place and the job, and maybe you can reflect on that? That's a great question. The taxidermy was never like a purposeful metaphor. We found this taxidermy store in the town and decided it was so rich with detail and lived in that we wanted to set part of Mickey's life up there. But I think Anaconda, which is the town it's set in, is kind of a microcosm of dying American towns, and of which there are so many. And I think in terms of that metaphor, I think that there is this like cyclical nature that happens with, these towns that like lose their workforce and their people just kind of die off and leave and go to bigger cities more and more. And I think that the taxidermy and the use of dead animals is kind of like a part of that cycle as well. So yeah. En ce qui concerne le thème de la taxidermie, quelque part, c'était pas un choix conscient de sa part, parce que ils ont d'abord choisi la ville où ils allaient faire le film, qui est une ville qui s'appelle Anaconda, dans le Montana, et il se trouve que dans cette ville, eh bien, il y avait un magasin de taxidermie, et donc une boutique de taxidermie. Et donc finalement, c'est comme ça qu'ils ont eu l'idée d'utiliser cet endroit. Mais maintenant que vous le dites, effectivement, il y a sans doute un rapport. Et quelque part, c'est surtout la métaphore de la petite ville perdue, la métaphore de toutes ces villes, finalement, ces petites villes américaines qui ont à peu près le même problème que beaucoup de petites villes en France et ailleurs dans le monde, c'est-à-dire que de plus en plus de jeunes gens ont maintenant envie d'aller travailler ailleurs et donc quittent les petites villes. Les petites villes, du coup, se retrouvent à vieillir et à ne plus avoir de bras pour bosser. Et les villes, en fait, de plus en plus sont en train de mourir, de disparaître les unes après les autres. Donc évidemment, on imagine que l'ambiance sur place n'est pas rock'n'roll. Et donc voilà, c'est effectivement une métaphore. La ville en elle-même est la métaphore de la déliquescence qui fait que ce genre de situation peut arriver, et donc arrive malheureusement de plus en plus. Une autre question ? Monsieur. Merci pour le film. Ma question elle vient sur la balance entre les deux personnages, le duel entre les deux qui devient de plus en plus extrême. En fait, à la fin, son père franchit la barrière infranchissable. Du coup, elle aussi peut s'enfuir parce que son père a été à ce point trop loin. J'aimerais savoir si dans l'écriture, elle a toujours eu cette fin-là en tête. Est-ce que comme ça, le duel entre les personnages a toujours été gagné par la fille, ou est-ce que des fois, elle a eu le sentiment que peut-être elle ne devrait pas sacrifier le père à la fin? This gentleman says that he really liked this kind of duet. I mean, this kind of balance between the two characters. The fact that they are really fighting with each other, and it goes actually more and more up to the point that the father, James Page, at the end of the movie, towards the end of the movie, actually really goes too far. And then she understands it's time to go, because until then something is, holding her back, and then, nothing is holding her back anymore. And then she leaves.
is it something that you always had in mind, the ending of the movie? Did you choose from the very beginning, from very early on, that the movies were about to finish that way, you know? Or did you imagine an alternative ending for the movie? Was it at some point of the process of writing the movie, did you think of ending it another way? Thank you. No, this was always my ending. There were people who wanted her to stay in Anaconda, and there were people who wanted her to end up with Wyatt, the boyfriend, the newer boyfriend. And there were also people who wanted her to go to college and like see her ascent. But for me, I think that shot of her running was always the symbolic leaving, whether she's leaving for a year or for a lifetime or for a couple of days, doesn't matter. But the fact that she's taking that step and was pushed to take that step was the statement I wanted to make with the end of the film. Non, en fait, elle nous dit que ça a été sa décision dès le départ, de la faire partir. Elle nous dit qu'il y avait pas mal de gens, de personnes, d'amis qui ont lu le script et qui ont pensé que ce serait mieux si elle restait avec le petit ami, ce serait mieux si, etc., etc. Mais non, elle, ce qu'elle avait en tête dès le départ, c'était qu'elle partirait. Qu'elle partirait parce qu'elle a envie d'aller au lycée, elle a envie de continuer sa vie, etc. Et alors après, est-ce qu'elle part pour 15 jours, est-ce qu'elle part pour un an, est-ce qu'elle part pour le restant de sa vie? C'est ouvert et chacun est libre de l'envisager comme il le veut. Mais en tout cas, dans son esprit, c'était clair que c'était comme ça dès le départ qu'elle voulait que le film se termine. Alors, monsieur ici. Est-ce que ce n'est pas aussi un film sur la dépendance? C'est-à-dire dans le sens de la dépendance de la drogue, c'est-à-dire dans le sens de quelque chose où on est dépendant, à la fois on voudrait bien s'en défaire, mais on ne peut pas. Would you say that your movie is about dependency? You know, some people are addicted to drugs, of course, but you can be addicted to many, many different things, and you want to, leave it, you want to go away, but you can't, and you are always attracted back to it. So would you say that's one of the main themes, engines of your movie, if I may say so? Yes, that is the theme of the movie, I would say, is codependency. And I find it very rare to see codependency between a child and parent. We've had films like James White comes to mind as an American film kind of about this. Which was here. Oh, really? Yeah, it was. Great film, which was like role reversal. But I find it to be very personal and just something that I'm moved by when I see in other movies, so I kind of wanted to contribute that. So yes, it's codependency, I think, is as addictive and ingrained as a drug addiction as well, Oui, effectivement, Annabelle nous dit que c'est pas un des thèmes, c'est le thème du film pour elle, c'est la dépendance, en tout cas la codépendance d'une personne envers une autre. Et en l'occurrence, dans ce cas-là, la codépendance entre un enfant et son père, ça aurait pu être sa mère, mais peu importe, un enfant et son géniteur, on va dire. Donc c'est effectivement le thème principal du film, et elle nous dit qu'elle a été inspirée par d'autres films, et notamment par un film dont vous vous souviendrez peut-être, parce qu'il avait été présenté ici même au Festival de Deauville, James White, film qui également traitait du même thème, et voilà, c'est le genre d'idée qu'elle avait en tête dès le départ. Donc encore une fois, effectivement, la codépendance entre personnes, qui parfois peut être aussi forte qu'une dépendance envers une drogue, comme vous l'avez signalé, c'était effectivement, et c'est toujours d'ailleurs, le thème du film. Une autre question? Allons-y. On va faire ping-pong. Je ne suis pas désolé, moi. Oh, mais ne soyez pas. Non. D'ailleurs, pour rebondir sur la dépendance, et puis suite à ma question, la dépendance est aussi avec le petit copain, elle est aussi sous-accente à travers les autres personnages. Et mon autre question, c'était sur, il n'y a pas d'horizon dans votre film. Même le paysage que vous allez filmer parfois sont les forêts, etc., dans lesquelles on s'enfonce, mais dans lesquelles il n'y a pas d'horizon. Il n'y a qu'un moment qu'on va voir la montagne, presque vers la fin, qui est le seul horizon, qui est celui du lointain. Est-ce que ça aussi, c'était voulu dans votre mise en scène, dans votre écriture plus cinématographique? Actually, it's a follow-up on what you just said. This dependency, the idea that you can't escape, is it also something, because this gentleman
saw it in what you see on the screen. You know, the landscape, the way you shot the landscape, which is through most of the movie. What you see around the characters are mostly forests. You know, like dark, deep, dense forest. Like, you know, you don't really want to get in because you don't know if you're going to get out. And but towards the end of the movie, actually, we see a mountain, and suddenly the horizon is broader, is, you know, further away. So was it also something that you wanted to express through the landscape, the views, and everything we see in the movie? Montana has such amazing scenery, and it can be either really isolating, where you can feel very alone amidst the woods, or it can feel very boundless, like anything is possible with the giant skies. And because it has that duplicity, I guess, or the not duplicity, but the kind of, it can go either way. I think I wanted to start the movie where Anaconda and the trailer that they live in felt more oppressive. But then as she comes to realize who she really is and what she really wants, the skies kind of broaden, and it was meant to feel a little bit more open, and also have more movement in the camera style as well. Yeah, because at the beginning, actually, it's very static, right? It's more like almost shot sequence, and not a lot of like staccato editing, and then it evolves, right? Yeah, we were really inspired by films like Ida, the recent film, in terms of the staticness and like the very composed shots and letting the actors move in the frame, but not having the frame move. But then kind of halfway through, there's the camera kind of becomes more and more handheld, and more, I guess, more dolly moves and things like that to open it up a little bit more. Was it shot with red? We shot on the Alexa, Alexa Plus. Okay, yeah, quite small. Okay. Oui, en fait, la réalisatrice nous dit que l'État du Montana a souvent été vu au cinéma, et c'est pas pour rien, parce que c'est un État dans lequel il y a beaucoup de paysages différents. Tout est possible quelque part. On peut à la fois filmer de manière presque oppressante. Alors dans le film, par exemple, c'était, comme vous l'avez dit, les forêts, mais également toutes les séquences dans le film. Il y en a beaucoup au début du film qui se passent à l'intérieur de la caravane dans lequel vit le père et la fille. Donc c'est très, très oppressant. Les murs sont très proches, le plafond est très proche, et puis la lumière aussi joue beaucoup de ça. Et puis petit à petit, quand on va un peu plus dans le film, effectivement, toujours en étant dans le même état, dans la même ville d'ailleurs, on peut avoir tout à coup un horizon beaucoup plus large, beaucoup plus, on sent plus on respire mieux, quoi. Voilà, il y a plus de liberté et plus d'espace. Et on le sent finalement au milieu du film, quand elle commence à réaliser que peut-être il est temps de partir, que là, tout à coup, alors qu'au début du film, les plans sont assez statiques, c'est surtout des plans assez larges, assez beaux, assez larges, mais la caméra ne bouge pas. Le plan est statique, les personnages bougent à l'intérieur du cadre, mais le plan ne bouge pas. Et petit à petit, effectivement, de plus en plus, on a l'impression que la caméra, enfin c'est pas qu'une impression d'ailleurs, que le cadre bouge de plus en plus, parce que c'est filmé de plus en plus, en fait, caméra à l'épaule. J'allais dire à la main, mais elles sont un petit peu plus grandes que ça, caméra à l'épaule, et donc on a de plus en plus cette impression de mouvement qui commence à entrer, et cette fois-ci le cadre bouge, et on sent qu'il y a une urgence qui naît pour le personnage principal de partir et d'aller ailleurs. Donc voilà, tout ça pour dire que oui, effectivement. Monsieur. Je vais rebondir sur cette question. Ma question, elle concerne un plan particulier du film, celui où la caméra tourne autour du père et de sa fille, parce qu'il vient de finir son contest de nourriture. Justement, est-ce qu'elle n'est pas là, la transition, où pour la première fois sa fille lui dit non, part, et on a ce plan qui tourne, et finalement, quand elle est partie, on redevient fixe sur son père qui lui s'en va. This German says that he thinks that the transition in the movie between these kind of two parts, between the static and the movement, arises with this sequence. The sequence with the camera, spinning around the two characters after the food contest, where she actually says, go. And would you say that was kind of the turning point between these two, two different parts of the movie? I knew what you meant when you were doing this. It was like, yes. Yeah, that did fall in the script about halfway. I didn't consciously think about that, but that makes a lot of sense. So yeah, I would say that the fair scene and that confrontation was kind of
dead center, and that is kind of the first time she makes a decision to not follow her father. So I think the style of that scene, the way we shot it, definitely is like is like kind of the focal point of both acts of the movie. Yeah. Oui, effectivement, c'est une bonne analyse. Hein. Effectivement, cette séquence, quand elle décide de ne pas suivre son père pour la première fois, cette séquence est arrivée à peu près au milieu du scénario. Et cette confrontation, c'est vrai que c'est vraiment le milieu du film. Et encore une fois, elle ne l'a pas... là, elle parle du mouvement de la caméra. Ça n'a pas forcément été de manière consciente. Mais lorsqu'elle a tourné la scène, ça faisait sens. Et oui, effectivement, c'est ce moment, c'est à partir de ce moment-là que tout change, quoi, concrètement, dans le film et dans la tête du personnage principal du film. Une autre question ? Madame, ici. Je voulais aussi vous remercier parce que j'ai adoré le film. Et la question va être comment vous avez choisi, comment vous avez fait votre casting par rapport à la jeune fille et au père, qui retranscrit une grosse violence pour moi, contenue. La jeune fille qui montre une réelle maturité. Et puis pour moi, effectivement, cette jeune fille, elle avait qu'une issue, c'était de partir parce qu'elle attend quelque chose d'un père qui sera toujours nocif, une vie nocive pour elle. Et son avenir, il est devant elle et il fallait qu'elle parte, quoi. C'est un choix très difficile, mais en même temps, elle a 18 ans et c'est l'ouverture aussi d'une vie d'une jeune femme, quoi. Ça représente ça pour moi, une émancipation. Well, first of all, thank you for the movie. And the question would be about the casting. How did you cast the two main characters, James Badge and Camilla Morrone? I don't know if I say it correctly. Please correct me if I don't. Camilla Morrone. I think Moroni or Morone. 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 Okay, I would say Morone. Camilla Morone. And how did you choose these actors? How did you cast them? Because of course, James Badge plays very well this kind of inner violence, kind of almost brutality. Actually not almost brutality, which is actually very interesting when you look at the character played by Camilla Morone, who is very mature for an 18-year-old girl. And maybe you can talk about that. And also, this lady says that she totally understands the ending of the movie, that this girl obviously doesn't have a choice, that it's also a kind of emancipation. She has to go to just build her own life. And, well, that's it. Just please. Thank you. And thank you for your comment about the ending. So Badge we cast first. We call him Badge, but James Badgedale, who plays Hank. I had actually worked for the casting director, A.V. Kaufman, for years, kind of as an intern, quasi-assistant, and he always was on her lists, and I was always just really enamored with his acting and his versatility. I had seen him play so many different kinds of roles, but I remember I'd seen his one scene in Flight, which is on YouTube, and you should look it up if you haven't seen it. He's fantastic in it. He was able to balance the levity and the darkness in that one scene so well, and that was a scene that I was just so convinced that he was this person, and was able to kind of play the unpredictability of Hank. With Cammie, she was just the clear choice in that she balanced that maturity with the innocence. She has something about her where you could go either way. She could be like 14, she could be like 35. She could be, divorced with 2 children, or she could be in high school. And that's kind of what I wanted for Mickey, is somebody who contains both that youthfulness and the belief that her father is a good person, and also the kind of hardened sense of reality that this dynamic is really poisonous for her and that she must leave. And Cammie just had that in her. That's just who she is. Alors en ce qui concerne le personnage joué par James Badgedale, qui est un acteur que vous avez probablement vu dans beaucoup de films parce qu'il a une assez longue carrière maintenant derrière lui. James
Dale était toujours en fait, alors il l'appelait Badge, hein, pour information, si un jour vous le rencontrez, vous pourrez l'appeler Badge directement et lui taper dans le dos. Il a toujours été dans la liste, en fait il a même toujours été vers le haut de la liste. C'était vraiment un de leurs choix, un des premiers choix qu'ils ont eu lorsqu'ils ont pensé au casting du film. Et également, il y a une séquence dans le film Flight dans lequel joue James Badge Dale, qui est sur YouTube d'ailleurs, cette séquence-là, et c'est une séquence dans laquelle James, enfin il est très bon dans tout le film, mais dans cette séquence-là, vraiment il exprime très très bien cette... il est impossible de prévoir ce que le personnage joué par cet acteur va faire. Il a ce côté imprévisible qui finalement servait parfaitement ce scénario-là en l'occurrence. Vraiment, on ne sait pas du tout ce qu'il va faire la seconde d'après. Et ça, c'est important quand on essaye de faire un personnage aussi compliqué à jouer qu'un père atteint de ce genre de problème. Voilà, c'était important. Et donc, il a toujours été un peu le premier dans les listes. Et puis, pour le personnage de la fille, donc Camille a toujours, encore une fois, elle avait cette innocence et en même temps un côté très pas dur, mais très mature, très mature par rapport à son âge. Et en même temps, son âge, c'est toujours un peu, on ne sait pas trop. Et quand on la regarde, en fonction de l'éclairage et de la caméra, elle peut très bien passer pour une fille de 14 ans, elle peut très bien aussi passer pour une femme de 35 ans. On ne sait pas bien, quoi, en fait, concrètement. Est-ce qu'elle est divorcée avec 2 enfants ? Elle peut très bien faire une femme divorcée avec 2 enfants, et elle peut exactement de la même manière parfaitement interpréter le rôle d'une lycéenne, par exemple. Donc c'était aussi quelque chose qui était intéressant visuellement, et puis en termes du jeu d'acteur, elle était capable d'être très crédible dans le fait qu'elle a toujours, quoi qu'il arrive, malgré la situation et malgré le fait qu'on voit, qu'on comprend, qu'elle comprend la situation et que c'est vraiment compliqué et que c'est toxique, elle comprend également, elle a toujours cette croyance dans le fait que mon père est un homme bon. Il est bon, tout va bien, il est pas bien, mais ça va, tout va s'arranger, jusqu'au moment où elle comprend que ça ne s'arrangera pas. Donc et qu'il faut qu'elle parte. Et ça aussi, on le comprend dans son visage, dans la manière dont elle joue. Donc encore une fois, elle était heureuse de trouver une comédienne comme Camille Morone qui a su évoquer tout cela dans sa manière de jouer. Une autre question, et ce sera la dernière. Moi qui ai toujours pensé que de dire ce sera la dernière, ça vous donnerait envie que tout le monde ait levé la main. Monsieur. Alors du coup, je vais revenir sur le James Catch pour son casting, parce qu'il a eu l'habitude de jouer des rôles de soldats. Et moi, je l'ai connu dans Band of Brothers. Et du coup, j'aimerais savoir comment est-ce qu'elle a abordé ce rôle de soldat-là en particulier. Et si lui, de ses expériences passées, il avait pu apporter quelque chose de plus. So one more question about the casting of James. We are kind of used to see him because he did play a lot of soldiers himself, especially, for example, German says, Men of Brothers. And was it also something, I mean, what did he bring to his character himself from his own past experiences? Oh gosh, that's a hard question. Well, yeah, I mean, as you said, he's done a lot of movies playing soldiers or veterans, so he has a great amount of understanding of what that experience is, and a lot of respect for it. But from himself, to be totally honest, we didn't really have to talk that much about it. It was amazing working with Badge because I'm used to kind of going through each scene with the actor and saying, like, what feels natural, what's going on with your character. Like, I want to ask him all the questions. He kind of was like, I do this on my own, and like we would talk about things, but he really just came to set the first day and just knew who this person was. And I don't know where it came from, but it was in him. And I don't think he may not even know where it came from. There was something really personal to him about this story, and that's as far as I know. And he was a complete delight to work with. I could trust him with anything and give him any direction, and he could take it. So yeah, but it's a mystery. James Dale, effectivement, a une grande expérience déjà, et également une grande expérience dans le fait de jouer des rôles de soldats, comme vous l'avez dit. Donc il a beaucoup d'expérience, il comprend ce qui peut se passer par la tête d'un soldat, et il y a beaucoup de respect également pour ce corps de métier, mais c'est quelque chose qu'il a quand même plutôt gardé pour lui. Ils n'ont pas vraiment discuté énormément de tout ça, de tous les deux. Elle nous dit que
lorsqu'il venait sur le plateau, en fait, il n'y a pas eu beaucoup de répétitions. Il connaissait déjà son personnage. Il était déjà dedans et il n'y a pas vraiment eu besoin de lui donner beaucoup d'informations par rapport au personnage. Il savait très bien ce qu'il devait faire. Ce qui est formidable quand on est réalisateur, d'avoir un comédien qui fait ce qu'on lui dit de faire facilement. Et il nous dit que d'où est-ce que tout cela venait pour lui, d'où toutes ces informations lui venaient. Elle ne sait pas trop finalement, hein, et c'est un peu mystérieux. Sans doute il y avait quelque chose d'assez personnel chez lui qui a résonné avec le personnage, mais voilà, et c'est pas vraiment d'où ça vient. Ça reste encore un mystère, mais quoi qu'il arrive, c'était un vrai bonheur de travailler avec lui. Il est très très agréable sur un plateau de tournage. Il fait tout ce qu'on lui dit de faire. Donc voilà, c'est formidable pour un réalisateur. Et cette conférence de presse est terminée. The press conference is over. Thank you very much. Thank you so much.